Alors bonjour à toutes et à tous, voici une petite vidéo qui va vous faire des rappels sur ce qui concerne l'électrophysiologie de l'axone. Commençons avant tout par une introduction à propos du système nerveux. Le système nerveux est formé principalement de neurones ou bien cellules nerveuses et des neuroglies ou cellules nourricières et de soutien pour les neurones. Les neurones possèdent la capacité de conduction des influx nerveux le long de leur prolongement. Les signaux nerveux sont transmis à d'autres cellules voisines grâce à des ondes de contact spécifiques appelées synapses. Les neurones se regroupent en faisceaux et forment ce qu'on appelle des nerfs. Comme cette photo indique, le système nerveux central est la partie du système nerveux comprenant l'encéphale et la moelle épinière. Et le système nerveux périphérique, aussi c'est la partie du système nerveux, mais elle est constituée juste par les nerfs. Voici une structure du neuron. Généralement, un neuron est constitué d'un corps cellulaire qui renferme un noyau où sont synthétisées toutes les protéines. Et c'est au niveau du corps cellulaire que se produit l'intégration des signaux captés par le neuron. Les dendrites. Les dendrites sont des prolongements du corps cellulaire. Ils reçoivent des signaux en provenance des organes des sens ou d'axones d'autres neurones. L'axone représente un prolongement du corps cellulaire. Cette longue fibre nerveuse conduit l'influx du corps cellulaire vers le bouton terminaux. Dernièrement, les boutons terminaux bien boutons synaptiques. Il permet de transmettre de l'influx nerveux vers d'autres neurones ou bien d'autres cellules effectrices. La cellule nerveuse, comme toutes les cellules excitables, présente de part et d'autre de sa membrane une différence de potentiel électrique, ou bien DDP. L'intérieur de la cellule est négatif par rapport à l'extérieur. Maintenant, quelle est l'origine de cette DDP et pourquoi l'intérieur est chargé négativement par rapport à l'extérieur? Pour mieux comprendre l'origine de la DDP existant entre l'intérieur et l'extérieur d'une cellule excitable au repos, on va prendre l'exemple suivant, soit deux compartiments A et B, séparés par une membrane. Le compartiment A contient 4 mm de KCl, alors que le compartiment B contient 120 mm de KCl. Un galvanomètre ou bien un voltmètre relié aux deux compartiments permet de mesurer la DDP entre les deux compartiments. On considère que la membrane est perméable uniquement au potassium. Celui-ci diffuse alors du compartiment B vers le compartiment A, selon son gradient de concentration. Le chlore ne peut pas traverser la membrane, alors une charge positive nette s'accumule du côté gauche et une charge négative nette du côté droit. Cette séparation de charges de part et d'autre de la membrane produit un gradient électrique. Le passage continu des ions de potassium rend le compartiment A progressivement plus positif que le compartiment B et crée ainsi un gradient électrique qui tend alors à favoriser le mouvement en sens inverse des ions de potassium. Ces dernières se déplacent dans le sens du gradient électrique du compartiment A vers le compartiment B. Lorsque le flux des ions de potassium qui se déplacent selon le gradient de concentration est égal au flux de potassium qui se diffuse dans le sens du gradient électrique, il se produit un état d'équilibre. À cet état, le gradient chimique et le gradient électrique sont égaux. La DDP mesurée à l'état d'équilibre pour un ion donné est nommée le potentiel d'équilibre. Le potentiel d'équilibre d'un ion correspond donc au gradient électrique qui s'oppose au gradient chimique et qui permet de maintenir l'état d'équilibre. Elle est donnée par l'équation suivante, équation de Nernst, d'où le potentiel d'équilibre d'un ion de potassium est égal à la constante des gaz parfaits fois la température absolue sur la valence de l'ion fois la constante de Faraday fois Ln des concentrations de potassium à l'extérieur et à l'intérieur de la cellule. Si la membrane était perméable uniquement à un seul ion, alors son potentiel de repos serait égal au potentiel d'équilibre de cet ion. Mais la membrane de l'axone est perméable à plusieurs ions, comme Na, K, Cl. Son potentiel dépend alors des potentiels d'équilibre de chaque ion et de la perméabilité de la membrane à ces ions. L'équation de Nernst, qui ne s'applique qu'à un seul ion, ne permet pas de calculer le potentiel de membrane au repos. C'est pourquoi on utilise une autre équation, l'équation de Goldman, qui tient compte des perméabilités relatives de la membrane aux différents ions.
Comment mesurer le potentiel de la membrane? Le potentiel de la membrane est mesuré par ce qu'on appelle l'oscilloscope. L'oscilloscope, il enregistre le DDP entre l'intérieur et l'extérieur de la cellule. Elle est constituée d'un électrode et d'un microélectrode. Le microélectrode est connecté à une entrée de l'oscilloscope. L'électrode situé dans le milieu extracellulaire relié à l'autre entrée de l'oscilloscope. Si le microélectrode à l'extérieur, on dit que le DDP est égal à 0. Si le microélectrode à l'intérieur, on dit que le DDP n'est pas égal à 0. Comment maintient le gradient de concentration? Pour maintenir les gradients de concentration entre l'intérieur et l'extérieur de l'axone, il existe un mécanisme de transport actif qui utilise l'énergie. Ce mécanisme de transport est appelé pompe Na sur K. Il s'agit d'un transport actif primaire qui fait sortir 3 Na+, et fait entrer 2K+. L'énergie nécessaire pour ce transport est fournie par l'hydrolyse de l'ATP. Ce qui concerne l'origine du potentiel d'action, le potentiel d'action est dû à un changement brusque et transitoire de la perméabilité membranaire aux ions Na et K. Au cours d'un potentiel d'action, il se produit une augmentation importante de la perméabilité sodique, provoquant une dépolarisation rapide ou bien phase 1. Ensuite, la perméabilité sodique diminue et la perméabilité potassique augmente, provoque ainsi une repolarisation ou phase 2, puis une hyperpolarisation ou bien phase 3. Enfin, la perméabilité potassique diminue et le potentiel de membrane revient à sa valeur de repos. La perméabilité potassique reste cependant élevée par rapport à la perméabilité sodique. Si on simule la fibre avec des simulations de faible intensité, le potentiel de membrane subit une légère dépolarisation, appelée réponse électronique. Si l'intensité de simulation augmente, la réponse électronique augmente aussi et atteint le seuil du potentiel, et se produit alors un potentiel d'action. L'amplitude du potentiel d'action est indépendante de l'intensité du stimulus. Même si l'intensité du stimulus augmente, l'amplitude du potentiel d'action reste constante. Le potentiel d'action est un phénomène qui obéit à la loi de tout ou rien. Les simulations qui ne donnent que des réponses électroniques sont dites infraliminaires, et celles qui produisent un potentiel d'action sont dites supraliminaires. Le seuil du potentiel ou bien seuil d'excitabilité correspond à la valeur du potentiel de la membrane à partir de laquelle se déclenche un potentiel d'action. Ce qui concerne la période réfractaire, la présence des périodes réfractaires est mise en évidence par la technique du double stimulus. Cette technique consiste à simuler l'axon avec deux chocs très rapprochés, puis d'augmenter progressivement la durée entre les deux chocs. Lorsque les deux chocs sont très rapprochés, le deuxième stimulus ne donnera pas de réponse car le fibre se trouve dans une phase d'inexcitabilité absolue. Cette phase représente la période réfractaire absolue et dure à peu près la durée du potentiel d'action. Ainsi, quand la membrane est complètement dépolarisée, elle devient inexcitable. Lorsque les deux chocs sont légèrement éloignés, le deuxième stimulus donne un potentiel d'action, mais d'amplitude plus faible. Le fibre se trouve alors en période réfractaire relative, pendant laquelle la membrane est en cours de restauration électrochimique. Lorsque les deux chocs sont suffisamment espacés, le deuxième choc donne une réponse normale. Les synapses sont des zones de jonction qui permettent la communication entre deux cellules voisines, dont l'une au moins est une cellule nerveuse. Suivant la nature de la seconde, on parlera de synapse neuroneuronique ou bien neuromusculaire ou autre. Dernière étape, comment le potentiel d'action de l'axone est-il transmis sur la cellule musculaire? L'arrivée du potentiel d'action au niveau du potentiel synaptique provoque le phénomène d'exocytose des vésicules synaptiques qui libèrent leur contenu dans l'espace intersynaptique. Le neuromédiateur de la plaque motrice est l'acétylcholine. Une fois libérée, l'acétylcholine se fixe sur le récepteur spécifique localisé au niveau de la membrane postsynaptique. Lorsque l'acétylcholine est fixée sur son récepteur, elle provoque l'ouverture d'un canal ionique Na-K couplé
au récepteur, une fois ce canal ouvert, le Na pénètre dans la cellule postsynaptique et crée un courant entrant qui provoque une légère dépolarisation de la membrane postsynaptique appelée potentiel de plaque motrice. Ce potentiel de plaque motrice atteint le seuil du potentiel de la fibre musculaire et provoque l'ouverture du canal sodique de type VOC, qui donne naissance à la potentiel d'action qui se propage dans toute la cellule musculaire. Et puis si vous avez des questions, posez-les sur les commentaires et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne.